Le prince William a donc finalement ouvert le dossier dont tout le monde au palais connaissait l'existence, mais que personne n'osait toucher. Son contenu traçait une ligne rouge définitive entre l'avenir royal de Camilla et son titre. Non pas son présent ni son titre lui-même, mais ce que ce titre pouvait réellement impliquer et qui il pouvait affecter une fois que Charles ne serait plus roi. Et à vrai dire, le plus fascinant n'est même pas l'instruction en elle-même. C'est le fait que la reine Élisabeth l'ait gardée sous le coude délibérément, sachant qu'elle devrait un jour être remise par son petit-fils à son propre père. Et elle l'a fait malgré tout. Imaginez la portée émotionnelle de cette décision. Elle n'a pas laissé ce document à la découverte de Charles après sa mort. Elle ne l'a pas enfoui dans des archives poussiéreuses en espérant qu'il tombe à l'eau. Elle l'a documenté, préservé et s'est assurée qu'il refasse surface au moment précis où il serait le plus nécessaire. Il ne s'agit pas d'une monarque réagissante à une crise. Il s'agit d'une monarque façonnant un avenir qu'elle savait chaotique bien après son départ. Si cette analyse approfondie des dynamiques royales vous intéresse, abonnez-vous à Crown Watch pour ne manquer aucune de nos décryptages. Voyons maintenant ce qui s'est réellement passé dans cette pièce. William entra avec un dossier, ce qui indiquait déjà clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple conversation familiale. On n'apporte pas un dossier à dîner à moins d'avoir quelque chose qui nécessite des preuves écrites. Il posa le document sur la table, regarda Charles puis Camilla, et fit clairement comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une conversation déguisée en devoir. C'était le devoir qui enfin s'imposait au sein d'une discussion familiale, une distinction que le palais a tellement estompée au fil des ans que la plupart des gens ne l'aperçoivent plus. Mais William apparemment la discernait et il n'avait plus l'intention d'édulcorer la réalité. L'instruction contenue dans ce dossier stipulait que le titre de Camilla devait rester honorifique, lié au règne de Charles et ne jamais être utilisé comme une autorité indépendante sur la future monarchie. On comprend donc immédiatement ce qui inquiétait la reine Élisabeth. Elle ne cherchait pas à humilier Camilla. Elle essayait d'ériger un mur entre le règne actuel et le suivant, plus précisément pour protéger l'avenir de Catherine avant que quiconque ne puisse discrètement brouiller les pistes. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant, car le terme « cérémonial » est ici primordial. Dans le jargon royal, être cérémonial signifie se tenir là où on vous l'ordonne. Sourire quand il le faut. Vous assistez aux événements, vous portez la dignité, mais vous n'influencez pas les décisions. Vous ne contrôlez pas les accès. Vous n'avez aucune influence sur la préparation du prochain règne. Et l'instruction stipulait clairement que le titre de Camilla Tessa ne devait jamais servir à influencer la position de la future reine, c'est-à-dire Catherine. Il ne s'agissait donc pas d'une théorie constitutionnelle abstraite, c'était la reine Élisabeth qui, observant l'épouse de son petit-fils, décidait que son rôle devait être protégé avant même que quiconque ne le remette en question. Une preuve de clairvoyance, certes, mais aussi une évaluation assez brutale de ce qui, selon elle, pourrait arriver si les limites n'étaient pas clairement définies. Charles, on le comprend, était anéanti. Il baissa les yeux lorsque William lui présenta le document. Il ne l'interrompit pas, il ne protesta pas. Il fixa simplement le dossier comme si le poids des paroles de sa mère l'avait frappé de plein fouet. Et on le comprend. Il a passé des décennies à protéger Camilla du jugement de l'hostilité publique, de l'ombre de Diana, de tout. Il avait fini par lui faire accepter sa place, lui avait obtenu le titre de reine consorte, avait réussi à faire taire le public qui la rejetait ouvertement
Et voilà que la dernière instruction de sa propre mère lui signifiait que l'acceptation avait des limites. C'est une douleur particulière. Ce n'est pas du rejet, c'est de la mise à l'écart. Et d'une certaine manière, la mise à l'écart est plus difficile à combattre car elle paraît raisonnable. On peut se rebeller contre le rejet. Il est bien plus difficile de s'insurger contre l'injonction d'être honoré, mais soumise à des limites. Camilla resta immobile. Elle demeura figée tandis que la signification de la situation se précisait en elle. Et je crois que ce détail est important car Camilla a survécu à des décennies d'exposition médiatique. Elle n'est pas du genre à choquer facilement. Mais il ne s'agissait pas d'un titre de tabloïd ni d'un sondage. Il s'agissait de la défunte monarque dont elle avait si soigneusement cherché à obtenir l'approbation, définissant par écrit les limites de son rôle. On ne lui retirait pas son titre. On n'anéantissait pas publiquement sa dignité, mais on en définissait le pouvoir. Et cette définition était dévastatrice, car elle montrait clairement que tous les efforts qu'elle avait déployés pour être acceptée ne lui conféraient toujours aucune influence sur la suite des événements. William referma lentement le dossier et ce bruit résonna dans la pièce comme si une ère s'achevait avant même que la suivante n'ait commencé. Il expliqua que cette instruction n'avait été connue que d'un cercle restreint, car personne ne souhaitait précipiter les choses au sein de la famille. Il ajouta qu'une autre personne devait entendre les paroles de la reine directement, sans artifice, sans délai, sans les circonlocutions du palais. Cette personne, c'était Camilla elle-même. William ne se contentait donc pas de remettre un document à son père. Il insistait pour que Camilla y fasse face de front, une dynamique bien différente de celle qui aurait consisté à laisser Charles l'assimiler en privé et l'interpréter selon son instinct protecteur. William voulait qu'elle l'entende directement. Un geste de pouvoir, certes, mais aussi un geste de clarté. Pas d'intermédiaire, c'est pas d'édulcoration, juste l'instruction telle qu'elle était écrite. Mais avant que Camilla ne puisse entendre ces mots, le palais devait se confronter à la vérité concernant chacun des présents. Derrière chaque titre royal se cachait une blessure humaine. Et cette révélation les a toutes rouvertes d'un coup. William portait le poids de l'héritage. Charles souffrait d'un conflit de loyauté. Camilla était sous le choc d'un titre soudainement encombré de limites. Et Catherine, silencieuse mais attentive, comprenait que les dernières volontés de la reine ne concernaient pas seulement le passé, mais aussi l'avenir qui l'attendait. C'est là, à mon avis, que beaucoup de commentaires négligent. Catherine n'avait rien demandé, elle n'avait pas milité pour cela. Elle n'était pas présente pour formuler des exigences, et pourtant c'est elle que ses volontés visaient à protéger. Et cela la place dans une situation incroyablement délicate. Elle ne peut ni s'en réjouir, ni même l'évoquer publiquement sans donner l'impression de jubiler. Mais elle sait aussi que la défunte reine a en quelque sorte étendu son influence bien au-delà de son propre règne pour préserver la place de Catherine reine. C'est un lourd fardeau à porter en silence. William sut que l'atmosphère avait changé dès qu'il eut prononcé ces mots. Il n'était plus seulement un fils s'adressant à son père. Il était le futur roi défendant l'intégrité de la monarchie avant que les émotions ne la dénaturent. C'est là toute la tension de cette situation. William n'agissait pas comme un fils qui en veut à sa belle-mère. Il agissait comme celui qui héritera de la couronne et qui a besoin qu'elle lui parvienne intacte. Si le titre de Camilla était autorisé à prendre une dimension plus importante que la simple cérémonie, la place de Catherine pourrait être compromise avant même que son heure ne soit venue.
Et si cela se produisait, la transition entre les règnes serait obscurcie par des luttes d'influence. La reine Élisabeth a clairement perçu cette possibilité et a décidé de l'empêcher. Charles a ressenti ce danger, mais aussi sa cruauté. Il avait passé des années à protéger Camilla du jugement des souvenirs de l'ombre de vieilles blessures qui ne s'étaient jamais vraiment effacées. À présent, on lui demandait d'accepter que les dernières volontés de sa mère primaient toujours sur son amour personnel. Il regarda Camilla et un instant, son silence exprima ce que sa voix ne pouvait dire. Il l'aimait, il l'avait choisi. Mais il avait aussi hérité d'un trône régi par des règles plus anciennes que toutes les promesses qu'il avait pu faire. C'est le paradoxe de la royauté. En théorie, on détient l'autorité suprême, mais en pratique, on est lié par des siècles de précédents et par les instructions explicites du monarque qui nous a précédés. La douleur de Camilla se manifesta de façon imperceptible. Elle serra le bord de sa chaise sans ostentation ni bruit, mais suffisamment fort pour que Catherine le remarque. Ce détail est si révélateur car il montre que Camilla gérait la situation intérieurement, essayant de garder son sang-froid alors que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle comprenait le message véhiculé par la langue polonaise. Son titre demeurait respecté, mais le respect n'impliquait pas le contrôle. Elle pouvait se tenir aux côtés de Charles, participer aux cérémonies et afficher sa dignité en public. Pourtant, les instructions de la reine dressaient un mur entre son rôle et la future monarchie. Ce mur était invisible aux yeux de la foule à l'extérieur, mais à l'intérieur du palais, chacun pouvait le sentir se dresser. Catherine observait William avec une inquiétude contenue. Elle savait que son calme apparent lui coûtait plus cher qu'on ne le disait. Remettre en question la maison de Charles revenait à rouvrir une blessure familiale jamais complètement cicatrisée, et la future reine comprenait pourquoi il avait repoussé ce moment le plus longtemps possible. Pourtant, cette instruction laissait entendre que la reine Élisabeth avait perçu ce danger bien avant que la famille ne soit prête à le nommer. La monarque n'avait pas agi sous le coup de la panique, mais avec clairvoyance. Soudain, un conseiller de haut rang fit glisser une enveloppe scellée sur la table. Le geste était silencieux, mais il résonna comme une confession. Le dossier contenait plusieurs pages et la suivante ne prévoyait pas l'avenir, mais le passé. Plus la famille examinait les raisons de la reine, plus il devenait évident qu'un moment oublié avait déclenché toute la crise. Chaque crise royale connaît un moment qui, a posteriori, paraît insignifiant, jusqu'à ce que l'histoire se penche sur son importance capitale. Pour la reine Élisabeth, ce moment est survenu lors d'une consultation privée sur les titres à Windsor, lorsqu'une simple discussion protocolaire s'est muée en avertissement. Ce qui s'est passé dans cette pièce n'a pas éclaté au grand jour. Au contraire, cela a eu des conséquences bien plus graves. La situation est restée cachée, s'est envenimée et a persisté. Une consultation sur les titres est en principe une discussion privée portant sur l'usage des noms des titres et des rôles protocolaires au sein de la famille royale. Cela peut paraître ennuyeux, mais c'est pourtant là que se jouent les véritables luttes de pouvoir, car celui qui maîtrise le langage maîtrise la perception. Cette consultation en particulier eut lieu après une cérémonie commémorative, alors que les esprits étaient encore échauffés. Les conseillers de Camilla avaient insisté pour que son titre soit davantage associé à l'autorité souveraine, c'est-à-dire plus proche du pouvoir normalement détenu par le seul monarque.
La reine écouta sans porter de jugement hâtif. William était à proximité. Charles, présent, et un haut dignitaire de la cour, observaient chaque silence tandis que la conversation se tendait. Au début, il semblait s'agir d'un simple problème de formulation. Puis, la situation prit une autre tournure. Charles tenta d'adoucir le ton, espérant éviter que la discussion ne se retourne contre Camilla, mais le mal était fait. Une seule phrase, autorité royale partagée. Le roi, alors encore fils de sa mère, comprit instantanément que les mots étaient allés trop loin. Il tenta de calmer l'atmosphère. Le monarque était revenu à la cérémonie, mais il avait déjà aperçu l'avertissement dissimulé sous le vernis. Guillaume avait remarqué le changement avant même qu'on le lui explique. Sa grand-mère posa sa plume sans terminer son billet et ce simple geste figea l'atmosphère. Le prince ne l'oublia jamais. La reine, quant à elle, ne manifesta pas sa colère bruyamment. Elle était plus froide, plus impassible, car elle comprenait ce qui était mis à l'épreuve. Si le titre de Camilla pouvait être détourné du respect pour devenir un instrument d'autorité, alors la succession au trône pourrait un jour être obscurcie par les émotions, la loyauté et les luttes d'influence. La reine a donc agi après la fin de la consultation. Elle a dicté en privé l'instruction qui se trouvait désormais au cœur de la crise, définissant le rôle de Camilla comme honoré mais limité, respecté mais jamais souverain. Et voici ce que Camilla ressentirait plus tard, le plus profondément. Ce dossier n'était pas né de l'aversion, mais de la peur. La peur qu'au cours d'une future transition, la monarchie ne brouille la frontière entre la femme auprès du roi et la couronne qui reviendrait un jour à William et Catherine. Charles était tourmenté par cette vérité car elle donnait à son amour des allures de problème constitutionnel. Camilla souffrirait car elle remettait en question sa dignité. Et William souffrirait car cette ancienne consultation était devenue l'arme que personne n'osait brandir. Pourtant, chacun savait désormais qu'il fallait s'en servir. Mais une instruction secrète ne peut rester cachée indéfiniment. Lorsque Camilla l'entendit enfin prononcer à haute voix, l'atmosphère du palais se brisa. La réunion commença selon le protocole, mais cela ne dura pas. Aucun conseiller ne prit la parole, aucun attaché de presse n'adoucit le choc. William se tenait face à Camilla, l'instruction de la reine entre eux, tandis que Charles restait immobile, comme paralysé à ses côtés. Le silence n'était pas vain. C'était un lieu chargé d'années de sacrifices, de ressentiments, de loyauté et de cette question que personne n'osait poser à voix haute. William avait sollicité cette conversation car le langage de la cour avait fini par s'effondrer. Le prince savait qu'à une époque, trop d'intermédiaires s'interposaient entre la douleur et la vérité. La vérité s'affaiblissait à chaque phrase soigneusement choisie. Il ne voulait aucun filtre institutionnel, aucun porte-parole de fonction, aucun conseiller traduisant le devoir en un langage plus doux. Charles comprit aussitôt le danger de ce choix. Une conversation royale privée, c'est-à-dire une discussion familiale à huis clos où les décisions sont élaborées avant d'être officielles, pouvait soit apaiser les tensions, soit révéler ce que tous avaient tenté d'enfouir. Camilla sentit la pression monter avant même que la première phrase décisive ne soit prononcée. Elle regarda William et lui demanda s'il pensait qu'elle avait dépassé les bornes. Sa voix ne se brissa pas, mais la question portait en elle des années de jugement.
Le prince répondit avec une délicatesse presque douloureuse. Il expliqua que cette instruction n'avait pas été rédigée pour l'humilier, mais parce que la reine estimait que des limites étaient nécessaires. Ce mot changea l'atmosphère. Des limites, non pas le rejet, non pas l'exil, mais une ligne tracée, avec une telle clarté que même la dignité ne pouvait la franchir sans conséquence. Charles répliqua alors doucement, mais avec force. Le roi demanda pourquoi il fallait évoquer l'instruction de sa mère maintenant, après que la famille eut survécu à tant d'épreuves, après que Camilla eut enduré tant de châtiments publics, après que son propre règne eut enfin commencé à prendre son essor. Il ne défendait pas l'ambition. Il défendait la femme à ses côtés. Pourtant, William ne pouvait se résoudre à ce que l'amour devienne loi. Le prince savait que la couronne avait survécu parce que la loyauté personnelle s'inclinait devant la structure. Et cette structure était cruciale, car la future monarchie appartiendrait un jour à lui et à Catherine, et non aux émotions tumultueuses du règne actuel. William lut à haute voix la phrase décisive « Le titre de Camilla ne doit jamais servir à influencer la position de la future reine. » Et si ça, les mots résonnèrent avec une clarté brutale. La future reine désignait Catherine, celle qui se tiendrait un jour aux côtés de William au début du prochain règne. Et cette instruction protégeait son rôle avant même que la moindre confusion ne s'installe. Camilla comprit enfin toute la portée de ce qui lui avait été dissimulé. Son influence cérémonielle n'était pas seulement mesurée, elle était contenue. Charles voulut prendre le document, mais William ne le lui remit pas immédiatement. Cette pause en disait plus long qu'un refus. Le prince ne cachait pas un document à son père. Il protégeait le contrôle de l'instruction elle-même, car celui qui la détenait avait le pouvoir de définir ce que le titre de Camilla pouvait et ne pouvait pas devenir. Et cette hésitation révélait la lutte de pouvoir sous-jacente. Car la question n'était plus de savoir comment Camilla pouvait être appelée, mais qui contrôlait l'avenir de la couronne. Au sein d'une monarchie, les titres ne sont jamais de simples noms. Ils déterminent l'accès, la préséance, l'influence et la mémoire. La reine le comprenait mieux que quiconque. Aussi, lorsque ses dernières volontés furent révélées, elles ne blessèrent pas seulement l'orgueil de Camilla. Elles mirent à nu les rouages du pouvoir, qui pouvait signer, qui pouvait donner son avis, qui pouvait entrer dans la pièce et qui avait le droit d'influencer la suite des événements. William savait que personne ne souhaitait que cela soit dit publiquement. Le titre de Camilla conservait encore une certaine solennité, un certain respect et une dignité publique. Mais cette instruction distinguait le symbolisme de l'influence réelle. La cérémonie désignait les devoirs publics, les salutations, les apparitions et les honneurs qui caractérisent la vie royale. L'influence, quant à elle, avait une signification bien plus dangereuse, le pouvoir d'influencer les décisions, de contrôler les accès et de peser sur la préparation du règne suivant. Le prince savait que cette différence comptait, car la monarchie pouvait survivre à l'inconfort, mais pas à une autorité floue à son sommet. Charles fixait le texte comme si chaque ligne était écrite contre son cœur. Le roi avait passé des années à prouver que Camilla avait sa place à ses côtés, et maintenant, on le forçait à accepter que cette place n'impliquait pas une influence illimitée. Un courtier de haut rang remarqua combien de temps il contemplait la page sans la tourner. Ce silence en disait long. Charles ne lisait pas seulement les limites fixées par sa mère concernant Camilla. Il assimilait le fait que le défunt monarque avait envisagé un avenir
ou son amour ne pourrait pas remodeler la couronne. Catherine, elle en ressentait le prix différemment. À l'écart de la pression ambiante, elle posa sa tasse de thé intacte bouleversée à l'idée que son futur rôle était défendu par le conflit. La future position de reine signifiait la place que Catherine occuperait un jour aux côtés de William lorsqu'il deviendrait monarque. Et cette instruction protégeait cette place avant que la confusion ne s'installe. Elle ne cherchait pas la confrontation avec Camilla. Elle n'en avait pas besoin. Pourtant, les paroles de la reine l'avaient placée au cœur d'une lutte qu'elle avait si soigneusement évitée. William découvrit alors la vérité plus profonde. Certains officiers du palais en savaient assez pour se taire. Ils avaient évité d'évoquer cette instruction, car personne ne voulait contraindre Charles à choisir entre la femme à ses côtés et la mère qui avait régné avant lui. Cette discrétion avait préservé la paix un temps, mais avait aussi laissé le doute s'installer. Désormais, toute décision cérémonielle concernant Camilla serait soumise à un examen plus rigoureux dès qu'elle toucherait à la symbolique de la succession au précédent futur ou au rôle à venir de Catherine. Camilla ressentirait ces changements avant même que le public ne les comprenne. L'honneur lui restait, mais il avait désormais ses limites. Et lorsque ces limites passèrent du domaine privé à la pratique quotidienne du palais, les premières conséquences se firent sentir. Le palais pouvait absorber une dispute privée, mais il ne pouvait dissimuler les changements pratiques qui en découlaient. Et ces changements affectaient directement la vie royale quotidienne de Camilla. Les répercussions ne se manifestèrent pas vraiment. Mais elles se traduisirent par emploi du temps remanié, des initiales retirées, des approbations retardées et des portes qui ne s'ouvraient plus aussi facilement qu'auparavant. Pour Camilla, l'humiliation ne fut d'abord pas publique, elle fut plus insidieuse. Une réunion à laquelle elle n'était pas conviée, une note cérémonielle, réécrite un couloir où tout le monde était soudainement au courant, mais où personne n'osait dire pourquoi. Camilla ressentit le changement avant même qu'on le lui explique. Elle s'attendait à une réunion d'information programmée, le genre de discussion de palais maîtrisée, où les tâches étaient réparties, les apparences soignées et chaque titre attribué avec précision. Mais cette fois, la salle était plus petite. Son principal conseiller était absent. L'ordre du jour avait été réduit. Un membre du personnel prudent mais visiblement ébranlé lui annonça que la réunion se tiendrait désormais dans un format plus restreint. Cette simple phrase avait la force d'une insulte publique, même si personne ne l'avait prononcée. Le cabinet de William parla de clarification et non de punition. Le prince insista sur le fait que ces changements reflétaient les limites fixées par la reine et non une campagne personnelle contre Camilla. Pourtant, le personnel du palais en avait compris le sens caché. Les protocoles cérémoniels, les règles qui régissent le rôle des membres de la famille royale lors des événements officiels étaient ajustés dès que le titre de Camilla touchait à l'iconographie de la succession. L'iconographie de la succession désignait les symboles, le vocabulaire et les arrangements qui annoncent le prochain règne. C'était crucial, car la place future de Catherine ne pouvait être compromise par des paroles douces, une autorité floue ou des pressions émotionnelles actuelles. Charles n'accepta pas ce changement sans réagir.
Le roi referma brusquement le dossier devant les aides et le bruit déchira la pièce comme un avertissement. Il savait ce qui se passait. La douleur familiale, jusque-là privée, s'était muée en réalité administrative. Ce qui n'était au départ qu'une instruction confidentielle bouleversait désormais les calendriers, les réunions d'information, les programmes et les modalités d'accès. Charles avait déjà survécu à des crises publiques, mais cette blessure était différente, car elle était imprégnée de l'autorité maternelle. Il pouvait défendre Camilla avec amour, mais il lui était difficile de défier la reine sans affaiblir la couronne qu'il avait héritée d'elle. Camille perçut le coup suivant dans le programme des cérémonies. Son titre demeurait là digne et intact. Pourtant, le langage employé avait changé. Il ne suggérait plus une influence dépassant le règne de Charles. Il ne permettait plus à personne de confondre respect et autorité. Elle comprenait la cruauté de cet équilibre, assez honoré pour se tenir aux côtés du roi, mais assez limité pour qu'on lui rappelle que l'avenir ne lui appartenait pas. Guillaume approuva discrètement le changement après avoir relu seul les instructions. Le prince n'avait pas l'air victorieux. Il semblait accablé. Chaque signature l'éloignait un peu plus de la sécurité d'un fils et l'enfonçait davantage dans la discipline solitaire de la royauté. La crise exigeait désormais plus que des règles. Elle exigeait un tournant décisif. Et ce tournant ne pouvait venir des bureaux des papiers ou des formalités protocolaires. Alors que les portes commençaient à se fermer, une seule conversation pouvait encore empêcher la famille de se briser. Parfois, la monarchie survit non pas grâce aux cérémonies, mais grâce à la sincérité de deux personnes qui parlent en impétant secret. William et Charles s'étaient opposés sur ce point, mais derrière les titres se cachaient un fils et un père portant le deuil sous différentes formes. Dans cet instant d'intimité, la bataille pour le titre de Camilla prit une tournure plus douloureuse, une confrontation sur l'amour, le devoir et l'ombre de la reine. William avait demandé cette conversation car la crise était devenue trop grave pour être gérée par les instances officielles. Le prince ne voulait ni aide, ni conseiller, ni discours convenu entre lui et son père. Charles accepta non par conviction, mais parce que le roi comprenait que le silence avait déjà causé du tort. L'instruction, jusque-là inscrite sur un papier scellé, s'était infiltrée dans le quotidien. Père et fils devaient désormais en affronter les conséquences. Une conversation privée au sens royal du terme désignait bien plus qu'une simple discussion entre deux personnes. C'était l'instant précis où une blessure familiale se mouait en position officielle. L'ultime occasion de parler avec émotion avant que le devoir ne fiche tout en politique. Charles entra, accablé par le poids de la couronne et le chagrin. Il aperçut le portrait encadré de la reine Élisabeth posé non loin de là et un instant, la pièce lui sembla lui appartenir davantage qu'à eux deux. Avec une rare douceur, il confia qu'il avait le sentiment d'être contraint de choisir contre sa propre mère. Cette confession blessa William plus profondément que la colère ne l'aurait fait. Le prince s'attendait à de la résistance. Il s'était préparé à l'autorité, mais pas à la douleur dans la voix de son père. Cette douleur qui rendait soudain chaque règle royale profondément humaine. William répondit avec précaution, car une seule phrase malheureuse pouvait tout raviver. Il expliqua à Charles qu'il ne cherchait pas à dénigrer Camilla, mais à protéger la couronne de toute confusion que la reine redoutait manifestement.
C'était crucial car la couronne n'était pas seulement celle qu'il apportait. Elle était le lien de confiance qui assurait la continuité de la monarchie d'un règne à l'autre. Si le titre de Camilla était reconnu au-delà des cérémonies, la place de Catherine pourrait être compromise avant même le début du règne de William. Le prince avait besoin que son père comprenne qu'il ne s'agissait pas de vengeance mais de protection. Charles finit par accepter ce qu'il s'était toujours refusé à dire à voix haute. L'instruction était réelle et contraignante, non pas parce qu'elle était facile à suivre, ni parce qu'elle épargnait qui que ce soit. Cela venait du monarque qui avait bâti le règne moderne par la discipline, la patience et le sacrifice. Le roi savait qu'il pouvait désapprouver la douleur que cela engendrait, mais il ne pouvait nier son autorité. William offrit la seule clémence possible. Camilla serait traitée avec dignité. Son titre resterait respecté, mais cela ne modifierait pas le rôle futur de Catherine. Anna ne viendrait pas assombrir le prochain chapitre de l'histoire du monarque. Père et fils parvinrent à un accord fragile, insuffisant pour tout guérir, mais suffisamment solide pour empêcher la rupture de devenir définitive. Cependant, cette acceptation privée au sein du palais n'avait aucune valeur tant que le monde extérieur n'aurait pas constaté le changement et forgé son opinion. Au matin, l'histoire n'appartenait plus seulement à la famille. Elle appartenait à la Grande-Bretagne, aux médias, aux journaux, à la foule massée devant les grilles du palais et à tous ceux qui savaient que les titres royaux ne sont jamais de simples ornements. La dernière instruction de la reine était passée du statut d'héritage privé à celui de jugement public, et une de journal fit de toute cette crise une image nationale. William savait que l'accord conclu avec Charles ne resterait pas secret bien longtemps. Le prince avait accepté la douleur de son père, mais à présent, le pays était appelé à en subir les conséquences. Un grand quotidien publia l'information d'une manière qu'aucune déclaration du palais ne put atténuer. William Charles et Camilla ont ajouté en dessous le titre, la dernière ligne de la reine. Ces 5 mots ont frappé fort car ils simplifiaient la crise. La reine avait posé une limite. William l'avait révélé. Charles l'avait accepté. Et Camilla devait désormais s'y conformer. Les médias se sont immédiatement emparés de la rencontre. Ils ont présenté cette révélation comme une clarification historique du rôle de Camilla, non comme une destitution, mais comme une limite modifiant l'équilibre émotionnel du règne. C'était important car le public avait toujours perçu les titres royaux comme des symboles d'honneur. Or, cette histoire montrait qu'ils étaient aussi des instruments de pouvoir. Un titre pouvait ouvrir des portes, façonner l'accès aux affaires et influencer la manière dont l'avenir était préparé. Désormais, on expliquait aux téléspectateurs que la défunte monarque avait veillé sur cet avenir même après son départ du règne et que William était devenu celui qui était contraint de perpétuer sa volonté. Camilla sentait le poids de l'attente publique avant que le palais ne termine sa réponse. Elle aperçut la une au petit déjeuner, plia le journal et le posa à côté de son assiette sans finir son thé. Elle n'avait besoin de personne pour comprendre l'humiliation. Son titre restait respecté, mais la nation avait désormais pris conscience des limites qui l'entouraient. La blessure intime était devenue publique. Pour Charles, ce fut un nouveau coup dur. Le roi avait tenté de la protéger d'une polémique. Pourtant, l'instruction même qui avait préservé la couronne avait exposé sa souffrance au pays. Devant Buckingham Palace,
une petite foule s'était rassemblée dans un silence pesant. Certains étaient venus par loyauté envers la mémoire de la reine, d'autres car ils sentaient l'histoire se dérouler sous leurs yeux. Une femme âgée prononça une phrase qui perça le brouhaha ambiant. La reine savait qu'il fallait la protéger. C'était simple, mais cela reflétait l'atmosphère de la matinée. Les gens ne réagissaient pas seulement à Camilla. Ils réagissaient à William, à Catherine, à Charles et à la future monarchie soudainement révélée par une simple directive. Les scribes, responsables du palais, ont publié un communiqué soigneusement pesé, affirmant leur respect pour Camilla, tout en confirmant que les précédents se conformeraient désormais aux instructions de la reine. La préséance désignait l'ordre de rang et d'importance au sein de la famille royale. Or, cet ordre était désormais publiquement lié au rôle futur de Catherine. Les commentateurs ont compris le choc profond. Catherine n'avait pas lutté pour obtenir la protection de la reine. La défunte monarque la lui avait assurée. William n'avait fait que révéler ce qui avait déjà été décidé. Le public étant désormais conscient que la famille ne pouvait plus se cacher derrière le silence, la question n'était plus de savoir ce qui s'était passé au palais, mais ce que cela signifiait pour tous ceux qui étaient liés à la couronne. Et lorsque le tumulte s'est finalement apaisé, il ne restait plus le scandale, mais le verdict douloureux laissé par la reine Élisabeth. En fin de compte, cette révélation n'a pas détruit la monarchie, elle l'a clarifiée. Les dernières instructions de la reine n'ont pas effacé Camilla humilié Charles, ni couronné William prématurément. Elles ont eu un effet plus froid, plus sage et plus définitif. Elles ont tracé une ligne entre affection et autorité, entre titre et pouvoir, entre la femme aux côtés du roi et l'avenir qui l'attendait après son règne. William comprenait que le jugement final n'avait jamais été dicté par la colère. Le prince ne s'était pas présenté comme un fils rebelle cherchant à dominer son père. Il s'était présenté comme le gardien d'une limite que le défunt monarque jugeait nécessaire à la couronne. La couronne, en termes simples, n'était pas seulement l'objet physique posé sur la tête d'un souverain. Elle représentait l'autorité, le devoir et la confiance qui se transmettaient d'un règne à l'autre. C'est pourquoi ce moment était si important. Il a préservé l'avenir de toute confusion et a contraint le présent à accepter ses limites. Charles accepta la décision sans plus d'arguments. Le roi reposa le dossier sur la table et en effleura le bord comme pour dire adieu à une bataille perdue d'avance. Il avait défendu Camilla avec loyauté. Il l'avait soutenue dans des épreuves qui auraient brisé des cœurs plus fragiles. Mais à présent, il comprenait la douloureuse vérité. L'amour pouvait expliquer sa résistance, mais il ne pouvait effacer l'enseignement de sa mère. La reine avait consacré sa vie à enseigner à sa famille que le devoir primait sur tout, et maintenant cette leçon lui revenait sous la forme la plus brutale qui soit. Camilla sentit la faim dans le silence. Elle ne s'est pas emportée, n'a pas exigé une nouvelle audience et n'a pas cherché à transformer sa dignité en défi. Seule, après la fermeture de la porte, elle est restée blessée par la certitude que son titre demeurait honoré, mais soigneusement contenu. Un titre royal pouvait certes apporter respect, cérémonie et grâce publique, mais pas automatiquement le pouvoir absolu. Camilla savait désormais que l'acceptation était le seul moyen de préserver la dignité qui lui restait. La position future de Catherine était assurée non par les rivalités de palais, mais par le dernier acte de jugement délibéré de la reine. William avait révélé l'héritage de la monarque et la place de Catherine à ses côtés n'était plus menacée par des paroles ambiguës
ou des pressions privées. Telle était la révélation sous-jacente au scandale. Camilla pouvait se tenir aux côtés de Charles, mais elle ne pouvait pas redéfinir ce qui viendrait après lui. Ce moment signifiait que le règne de la reine continuait de façonner la monarchie après sa mort. William prouva qu'il en défendrait l'avenir. Charles paya le prix émotionnel de la loyauté. Camilla apprit que l'honneur sans autorité suprême restait l'honneur, mais ne pouvait en aucun cas conférer le pouvoir. Tel était le sens ultime des instructions de la reine. La couronne pouvait témoigner de clémence, d'affection et de respect. Mais lorsque l'avenir de la monarchie était en jeu, le devoir primait.